ces gens que je connais, qui sont le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, un jour m'ont appelé, m'ont dit mais on ne comprend pas trop parce que l'ambassadeur de France, M. Kochri, nous convoque quasiment à l'ambassade et nous dit qu'il ne faut pas manifester. Donc, c'est quand même une ingérence assez flagrante dans les affaires intérieures tchadiennes. D'ailleurs, dans les manifestations, il y a eu des pancartes qui ont été brandies contre l'ingérence de ce Bertrand Kochri qui finalement se prenait pour s'ingérer dans les affaires tchadiennes. C'est un monsieur qui s'appelle Marc Fonbostier. Je pense qu'il va rester dans les annales de la diplomatie française, puisqu'il était, avant d'être au Togo et en Guinée, il était consul de France à Hong Kong. Et il s'est fait rappeler de son poste. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il avait piqué 2 bouteilles de vin des Grands Crus dans une soirée de la haute société, il les avait planquées dans son pantalon et il s'est débarré avec. Et il a fini par atterrir en Guinée, où il s'est accoquiné avec Alpha Condé, puis il a notamment fait tirer sur la foule, sur des manifestants, pour pouvoir modifier la Constitution et faire un 3e mandat qui lui permettrait de mourir au pouvoir. C'est vrai que la diplomatie des droits de l'homme a complètement disparu, la diplomatie culturelle, elle n'intéresse plus grand monde. Donc il reste nos intérêts économiques, c'est-à-dire on transforme nos ambassadeurs en super VRP de grands groupes français. Finalement, on a l'impression qu'ils servent plus les groupes français, les grands groupes français, que la France. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre matinale. Je reçois sur ce plateau mon collègue et camarade Thomas Dietrich. Thomas qui a publié sur le site du Média TV une super enquête réservée aux abonnés. Un article de fond sur les scandales étouffés de la diplomatie française, plus précisément sur nos ambassadeurs en Afrique, présents ou passés, et sur les casseroles qu'ils traînent. Et il vient sur le plateau pour nous en parler, donner à ceux qui ne le sont pas encore l'envie de s'abonner, de pouvoir lire nos enquêtes qui sont appelés à se multiplier, nos enquêtes écrites, car le mediatv.fr est aussi un site pour l'écrit. Thomas publie cette compilation des scandales, magouilles et faits de corruption ou de mélange de genres, alors que l'ambassadeur de France au Mali vient d'être purement et simplement expulsé. Le Mali, c'est quand même un pays où l'armée française compte le plus grand contingent en dehors du territoire national. Certes, les raisons de la brouille entre Paris et Bamako vont au-delà du comportement d'un ambassadeur. Mais on peut considérer que si la France est aussi larguée à ce point, larguée en Afrique, c'est peut-être également parce que ces diplomates ne sont pas toujours à la hauteur. On regarde un petit magnéto pour commencer. Le gouvernement militaire de transition au Mali a demandé lundi à l'ambassadeur de France de quitter le pays. Selon un communiqué du gouvernement malien lu à la télévision d'État, l'ambassadeur français au Mali, Joël Meyer, a 72 heures pour quitter le territoire. L'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenu récemment et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Le gouvernement français n'a pas immédiatement réagi à cette expulsion qui intervient en temps de crise diplomatique entre le Mali et la France, seulement quelques jours après que les autorités maliennes ont demandé aux soldats danois de quitter le Mali. Aujourd'hui, la décision qui est prise ne mérite pas un commentaire qui consiste à dire « on prend note ». Comme le fait le ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali, qui devrait déjà au moment où on se parle être dans l'avion. Je pense qu'il faut bloquer l'intégralité des avoirs des dirigeants maliens en France, qu'il faut d'ailleurs bloquer l'aide au développement à destination du Mali, et accessoirement qu'il faut bloquer l'intégralité des transferts de fonds financiers, y compris individuels, qui partent de France vers le Mali et qui représentent 12% du PIB du Mali. Je n'accepterai pas que la France soit humiliée comme elle l'est par le gouvernement malien, et je ne supporterai pas que notre armée soit humiliée comme elle l'est par le gouvernement malien. Rester sur place, bien sûr que non. Salut Thomas. Salut Théophile. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Alors, on a pu voir de multiples réactions de la classe politique française suite à l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Est-ce que la rupture est vraiment consommée entre Paris et Bamako ? Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des réactions, surtout d'ailleurs très à droite de l'échiquier. On a eu Éric Zemmour et puis Marine Le Pen. Alors, il y a eu Valérie Pécresse aussi. Il faut quand même qu'on en parle de cette réaction parce qu'elle demande à ce qu'on
renvoie par avion l'ambassadeur du Mali en France. Sauf qu'il y a quand même un petit problème. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus d'ambassadeur du Mali en France, puisque c'était passé un peu inaperçu. En février 2020, c'était juste avant le confinement, donc on était dans la psychose du coronavirus. L'ambassadeur du Mali en France avait dénoncé les débordements des soldats français qui au Mali se comporteraient mal, notamment en boîte de nuit, dans les restaurants. Bon, c'est quelque chose d'assez coutumier, et c'est vrai que ça n'a pas plu à Paris. Le Mali, qui à l'époque était en bons termes avec la France, avait rappelé son ambassadeur, mais c'était une expulsion déguisée. Donc Marine Le Pen devrait potasser un peu ses dossiers. Elle devrait travailler ses dossiers. Elle devrait pas travailler ses dossiers. Mais au-delà de cette bourde, il y a quand même quelque chose de plus grave. C'est-à-dire, dans ses déclarations, elle dit « on a perdu des enfants au Mali ». C'est-à-dire, effectivement, il y a eu 58 soldats français qui sont morts dans l'opération Barkhane de lutte contre le terrorisme au Sahel. Et il faut s'incliner devant ces victimes, comme il faut s'incliner devant les milliers de victimes africaines, civiles ou militaires, qui ont été victimes des fous de Dieu, des djihadistes. Mais utiliser la mort de soldats pour une petite tambouille politicienne, pour alimenter un fonds de commerce xénophobe. Parce que derrière, ce qu'elle est en train de réclamer, c'est de dire « Ah, il faut supprimer les transferts de migrants maliens qui vivent en France vers leur pays d'origine. » Ça devient une obsession de la classe politique française. Ça devient une obsession, alors que les migrants maliens ont parfois la double nationalité, qui payent des impôts, qui contribuent à la sécurité sociale, et Marine Le Pen, comme d'autres, les accuse d'être ingrats vis-à-vis des sacrifices qu'a fait la France au Sahel de tous les morts. Mais il faudrait quand même rappeler quelque chose à Marine Le Pen. C'est loin dans notre histoire, mais c'est quand même une page importante. Pendant les 2 guerres mondiales, il y avait des centaines de milliers de tirailleurs qui sont venus se battre pour la France. Rien qu'entre 1914 et 1918, puisqu'on parle du Mali, il y a eu 11 000 soldats maliens qui sont morts dans la boue, dans le sang, à Verdun, au chemin des Dames. En 1939-1945, c'était des milliers, on disait tirailleurs sénégalais, mais c'était un terme générique. Il y avait des Camerounais, des Tchadiens, des Maliens, il y avait aussi des gens d'Afrique du Nord, des milliers de soldats qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle, qui ont débarqué en Provence, qui se sont battus pour libérer la France du joug nazi. Et qu'est-ce que faisaient les amis de Madame Le Pen pendant ce temps-là? Ils étaient à Vichy, en train de pactiser avec l'occupant et se féliciter d'avoir mis des Juifs dans les trains pour les envoyer vers les camps de la mort. D'ailleurs, on se souvient que le Front National a quand même été cofondé par Pierre Bousquet, qui était un membre de la Waffen-SS et pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se baladait en uniforme allemand. Donc, et il faut se souvenir aussi d'une chose, quand ces soldats africains ont été démobilisés, ils ont été renvoyés dans leur colonie, on ne leur a pas donné de pension, ou alors une pension de misère, on ne leur a pas donné l'indépendance qu'on leur avait promis. Finalement, ils s'étaient battus pour les libertés de la France, mais la France ne leur avait pas donné la liberté. On les a même massacrés. Quand ils réclamaient leur paye, on se souvient du massacre de Tiarol au Sénégal, où des gendarmes français ont fait feu sur des tirailleurs africains qui réclamaient leur paye. Donc Marine Le Pen, je pense, devrait se taire, parce qu'à la fois, par cette petite tambouille xénophobe, elle salit la mémoire des soldats français tombés au Sahel, et elle salit le peuple malien. Je pense que c'était une parenthèse importante, mais fermons cette parenthèse. Pour en revenir sur la question, effectivement, des relations entre la France et le Mali, elles se sont dégradées depuis août 2020. Il y avait un président très francophile, ami de la France, qui était en place, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un membre de l'Internationale socialiste, qui a été renversé par une junte. Cette junte a eu le malheur de se rapprocher des Russes, ce qui fait qu'elle cristallise aujourd'hui toutes les critiques de la classe politique française. Donc ça va de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Il n'y a que finalement la gauche, la vraie gauche, avec le Parti communiste et la France insoumise, qui n'est pas aussi critique. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne critique pas la junte malienne parce qu'elle ferait preuve de manque de démocratie ou parce qu'elle est venue de manière illégitime au pouvoir. On n'a jamais hésité en France à composer avec des dictateurs. Moi, j'entends jamais, par exemple, Marine Le Pen ou Jean-Yves Le Drian critiquer le putsch qui s'est passé l'année dernière au Tchad, où le général Déby a remplacé le maréchal Déby en violation de la constitution tchadienne, mais là on n'a rien dit parce que, évidemment, c'est nos copains. C'est nos copains, et il faut se souvenir qu'en 2017, Marine Le Pen était allée au Tchad dans un voyage un peu étrange, elle était allée jusqu'au village natal du président tchadien Idriss Déby. Pour quel motif, je ne sais pas trop, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce 2 poids 2 mesures qui fait que les critiques de la France vis-à-vis de la junte au Mali sont complètement inaudibles. C'est vrai que la France monte le ton, le gouvernement français monte le ton, essaye de ramener le Mali finalement dans la chasse gardée France-africaine. Ils ont inspiré un train de sanctions très dur, pas seulement contre la junte malienne, mais contre la population malienne. Un embargo, une fermeture des frontières, des avoirs gelés qui font qu'on ne va plus pouvoir payer les fonctionnaires. Donc c'est la population qui va en pâtir. Évidemment, il y a eu des noms d'oiseaux qui ont volé de part et d'autre. Et ça a fini, un peu l'acmé, ça a été le renvoi, l'expulsion de l'ambassadeur français Joël Meyer, qui a été expulsé par le pouvoir malien. Et c'est ça qui m'a donné un peu l'idée de faire un papier plus large
sur finalement le naufrage de notre diplomatie française, le naufrage de nos ambassadeurs qui n'ont pas pu finalement sauver l'image de la France en Afrique et qui l'ont même ternie. Alors, à t'entendre, on a l'impression que les ambassadeurs de France en Afrique sont aussi quelque part comptables du naufrage de la politique africaine de la France. Ce sont ceux qui sont aux premières loges en Afrique, après tout, et qui auraient dû peut-être alerter sur les modifications, les mutations profondes qui sont à l'œuvre, et une forme de détestation de l'État français qui a grandi. Est-ce qu'eux aussi, ils ont failli, le corps des ambassadeurs, est-ce qu'il a failli en Afrique ? Alors, ce n'est pas les seuls responsables. Mais en fait, il y a deux phénomènes qui font que, finalement, il y a eu un déclassement de la diplomatie française, qui était un peu une sorte de noblesse d'État. La France s'enorgueillissait d'avoir la diplomatie. Saint John Perse, Romain Gary étaient passés par le Quai d'Orsay. Donc, il y a eu deux phénomènes à partir des années 2010. Ça veut dire il y a eu des baisses d'effectifs. C'est-à-dire que, notamment, l'Afrique a été plus touchée puisqu'on a supprimé 40% des fonctionnaires en poste du ministère des Affaires étrangères en Afrique et dans l'océan Indien. Donc ça a été vraiment un coup dur. C'est fait qu'on n'a plus les moyens de nos ambitions. On n'est plus capable de porter une diplomatie conquérante. Il y a eu des réductions de budget. Finalement, Mitterrand disait après moi, il n'y aura que des comptables. Finalement, la diplomatie a été victime de ça. Et puis, il y a eu un deuxième phénomène qui est effectivement la sécurisation. En tout cas, on a commencé à voir notre politique extérieure sous l'angle sécuritaire, avec les différents conflits dans lesquels on s'est engagé, en Libye, en Côte d'Ivoire, et après avec la lutte contre le djihadisme au Sahel, et notamment au Mali. Et donc, c'est-à-dire que les militaires ont pris, sous le quinquennat de François Hollande, la haute main sur les affaires africaines, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant. Laurent Fabius, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, ne s'intéressait pas du tout à l'Afrique, lui, il s'intéressait plus au Moyen-Orient. Et finalement, ceux qui avaient l'oreille de François Hollande, c'était Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense, et Benoît Pugat, qui a réussi l'exploit d'être le chef d'état-major particulier de Nicolas Sarkozy, puis le chef d'état-major particulier de François Hollande, ce qui est un cas inédit dans la Ve République. Il faut savoir se placer. Il faut savoir se placer, et qui a monté, alors qui est quelqu'un qui a sauté sur Kolwezi, qui a été de toutes les interventions militaires en Afrique depuis les années 70, et qui a monté les opérations en Libye ou au Sahel. Donc il y a eu véritablement un poids de plus en plus grand qui a été pris par les militaires par rapport aux diplomates. Finalement, les uniformes ont remplacé les costumes 3 pièces. Alors effectivement, c'est vrai que cette histoire d'expulsion d'ambassadeurs pourrait, symboliser l'acmé finalement du déclassement de la classe diplomatique française, même si c'est pas la première fois que en Afrique on expulse un ambassadeur, même si Marine Le Pen croit le contraire. Je pense qu'on peut regarder un petit magnéto. Pour l'instant, effectivement, on ne peut pas faire autre chose que d'envisager de quitter le Mali, peut-être d'ailleurs pour qu'une partie de nos troupes soit postée au Tchad. Si vous étiez élue présidente, vous rapatriez immédiatement la force française ? Écoutez, a-t-on vu un exemple, et existe-t-il dans l'histoire un exemple d'un ambassadeur qui est renvoyé alors même que nos troupes sont sur place à la demande du gouvernement ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça a existé ? Moi, j'ai pas souvenir de ça. Ça a existé. Et oui, ça a existé. D'ailleurs, elle adore le Tchad, et ça a existé au Tchad, puisque en 2000, l'ambassadeur de France à N'Djamena, Alain Dubois-Péan, a été expulsé du Tchad par le président Déby. En fait, il avait eu le malheur d'aller annoncer au président tchadien que le groupe pétrolier français Elf n'investirait pas dans le sud du Tchad, ce qui avait beaucoup énervé Déby, qui avait pris un cendrier et avait voulu frapper l'ambassadeur de France avec. Il aimait beaucoup les cendriers. Ce qui fait, à la fin de sa vie, on avait remplacé les cendriers par des cendriers en plastique, comme ça faisait moins mal quand il les lançait. Et Alain Dubois-Péan avait été expulsé du Tchad, mais ça n'avait pas remis en cause les relations très fraternelles qu'il y avait entre Paris et N'Djamena. Là, ce qui se passe à Bamako, au Mali, c'est un tournant. Ça veut dire que, véritablement, la junte au pouvoir a décidé de créer un casus belli avec la France et de ne pas se laisser gouverner comme ça a pu être le cas dans les décennies précédentes, où finalement, les ambassadeurs, par exemple, de France, pouvaient agir comme des sortes de proconsuls sur place et être plus puissants que le président local. Parce qu'en fait, il s'agissait quand même d'ambassadeurs très interventionnistes. En mai dernier, d'ailleurs, tu révélais l'ingérence flagrante de l'ambassadeur de France au Tchad, Bernard Cochery, dans les affaires intérieures tchadiennes. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des ambassadeurs très interventionnistes, et ça existe encore. Tu sais, c'est la phrase de Gramsci qui dit que l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans cet entre-deux-mondes que surgissent les monstres. Finalement, ces ambassadeurs-là,
qui existent encore très interventionnistes, très zélés en Afrique, sont un peu les monstres de ce monde agonisant. Ce sont les porte-flingues d'une France-Afrique qui est en train de mourir. Et Bertrand Cochery, c'est vraiment un symbole de ces ambassadeurs très dirigistes. Il était ambassadeur en Guinée, où il est très, très ami avec Alpha Condé. Après, il est ambassadeur au Congo. On voit en général qu'ils font les anciennes colonies d'Afrique francophone. Il y a une sorte de spécialisation. Et puis, il a atterri au Tchad, où, en avril 2021, le président tchadien Idriss Déby, notre grand ami, est mort dans des circonstances troubles au front contre les rebelles, et on a mis son fils au pouvoir. Ce qui, évidemment, n'a pas beaucoup plu à la population tchadienne, qui s'est levée à manifester dans les rues. D'ailleurs, l'armée tchadienne a tiré, et il y avait effectivement une coalition d'opposition avec des membres de la société civile qui s'activaient pour porter la protestation. Et ces gens que je connais, qui sont le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, un jour m'ont appelé, m'ont dit, mais on ne comprend pas trop, parce que l'ambassadeur de France, M. Cochery, nous convoque quasiment à l'ambassade et nous dit qu'il ne faut pas manifester. Donc, c'est quand même une ingérence assez flagrante dans les affaires intérieures tchadiennes. D'ailleurs, dans les manifestations, il y a eu des pancartes qui ont été brandies contre l'ingérence de ce Bertrand Cochery qui, finalement, se prenait pour s'ingérer dans les affaires tchadiennes. Et en fait, faciliter la chose à un ordre anticonstitutionnel. Et même promettait que si ces opposants étaient conciliants, on pourrait éventuellement les faire rentrer au gouvernement. Donc je me souviens, fait un tweet qui avait été démenti immédiatement par l'ambassade de France au Tchad, qui avec Morgue avait dit que ce n'était que des rumeurs. Et il y avait eu un article de Mediapart qui avait confirmé à quel point Bertrand Cochery s'ingérait dans les affaires intérieures tchadiennes, essaie de faire pression sur des manifestants pour pas qu'ils protestent contre la violation de la Constitution. Contre la violation de la Constitution, contre un pouvoir ami de Paris, mais finalement, ça n'a pas justifié un quelconque rappel à l'ordre, puisqu'il est toujours en place et il continue à avoir un rôle en coulisses très fort pour soutenir la transition tchadienne, qui, elle, on n'appelle absolument pas un putsch. Parce qu'en fait, il y a aussi une junte au Tchad. Voilà. Alors, tu parles aussi dans le papier d'un étrange ambassadeur de France en Guinée, amateur de grands crus et grand défenseur de l'ancien président Alpha Condé, qui a été renversé, un dirigeant très controversé à tout le moins, qui est parti à la suite d'un coup d'État. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Marc Fonbostier. Je pense qu'il va rester dans les annales de la diplomatie française, puisqu'il était, avant d'être au Togo et en Guinée, il était consul de France à Hong Kong. Et il s'est fait rappeler de son poste. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il avait piqué 2 bouteilles de vin des grands crus dans une soirée de la haute société, il les avait planquées dans son pantalon et il s'était barré avec. Alors on paye mal nos ambassadeurs. On paye visiblement très mal nos ambassadeurs, donc le monsieur s'est fait pincer, il a été rappelé à Paris, mais il n'a pas été placardisé, puisqu'il a quand même eu des postes qui restent des belles ambassades, parce que c'est quand même ce qu'on considère comme notre précaré africain. Et il a fini par atterrir en Guinée, où il s'est accoquiné avec Alpha Condé, qui était un ancien grand opposant, qui avait suscité beaucoup d'espoir à son arrivée au pouvoir, mais qui a très vite déçu et qui s'est mis à réprimer son peuple. Il a notamment fait tirer sur la foule, sur des manifestants, pour pouvoir modifier la Constitution et faire un 3e mandat qui lui permettrait de mourir au pouvoir. Et dans une intervention complètement lunaire devant le Sénat, cet ambassadeur de France en Guinée, Marc Fonbostier, défend complètement Alpha Condé, dit qu'il n'y a pas trop de violation de l'homme, que ça s'améliore, et d'ailleurs que Alpha Condé est très francophile, qu'il rend beaucoup de services à la France, y compris de manière discrète, et il nous a rendu beaucoup de services au Mali. Et là, en lisant ça, ce truc-là a été passé complètement inaperçu, complètement sous le radar. Je me suis un peu intrigué. Parce qu'effectivement, on sait qu'en 2020, la France a soutenu bec et ongle le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui était menacé par la rue, parce qu'il était considéré comme un roi fainéant, il était considéré comme étant corrompu, comme étant mal élu. Donc il y a une large frange de la population malienne qui s'est révoltée contre lui et qui voulait le faire tomber. Et la France faisait tout pour qu'il soit maintenu au pouvoir. Et je me souviens, moi j'étais au Mali au moment, les jours précédant le coup d'État et le coup d'État, il y avait des opposants maliens qui me racontaient qu'Alpha Condé les appelait et leur disait écoute, je t'envoie un peu d'argent si tu arrêtes de manifester. Donc est-ce que c'est ce genre de service dont parlait Marc Fonbostier, qui justifiait une sorte de reconnaissance éternelle de cet ambassadeur de France en Guinée au président guinéen, qui par ailleurs était un dictateur? On peut se le demander, mais ça montre bien toutes les compromissions, toutes les basses besognes à laquelle peuvent se livrer ce genre d'ambassadeurs. Mais le problème, c'est qu'en général, à la fin, il bénéficie d'une belle promotion. Alors on a l'impression qu'aujourd'hui, la diplomatie économique a pris le pas sur les droits humains, sur les principes.
Les ambassadeurs défendent bec et ongle les intérêts des grands groupes français, des grandes multinationales françaises qui font de gros bénéfices en Afrique et qui souvent d'ailleurs ne payent pas très bien leurs impôts. Alors, c'est vrai que la diplomatie des droits de l'homme a complètement disparu, la diplomatie culturelle, elle n'intéresse plus grand monde. Donc il reste nos intérêts économiques, c'est-à-dire on transforme nos ambassadeurs en super VRP de grands groupes français. Finalement, on a l'impression qu'ils servent plus les groupes français, les grands groupes français, que la France. Et il y a notamment un exemple, il y avait eu un reportage du média de Rémi Kenzo Pages de l'ambassadeur de France en Ouganda, qui est le camarade de promotion de Macron à l'ENA, qui s'appelle Jules Armand Agnambosso, qui a été président du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui était une sorte de comité que Macron avait mis en place, qui s'est révélé être un repère d'affairistes complètement échevelés. Et ce monsieur Agnambosso, en fait, est en Ouganda pour favoriser les desseins de Total, qui a décidé de faire un gigantesque projet pétrolier via un pipeline qui va exproprier 100 000 personnes, via des forages qui vont détruire des réserves naturelles. Et Agnambosso fait le service après-vente. On a eu ça, par exemple, aussi au Mali et en Côte d'Ivoire, où il y avait un ambassadeur qui s'appelle Jules Berson, qui était un ancien de Saint-Cyr, qui est un peu le symbole de ces nouveaux diplomates en treillis, à un moment que la diplomatie française a fait monter. D'ailleurs, il a été mis d'office à la retraite il y a 1 ou 2 ans pour des violences sexuelles. Et ce monsieur-là favorisait les entreprises françaises. Il a favorisé, par exemple, l'obtention du marché de confection de passeports maliens par une entreprise française bretonne, Auberture. Quand on sait que Jean-Yves Le Drian est breton, il favorise beaucoup les entreprises bretonnes, ça peut prêter à confusion. On sait que, par exemple, quand il était en Côte d'Ivoire, il a beaucoup favorisé, par exemple, Bouygues, qui a eu un gros marché de plus d'1 milliard d'euros pour construire le métro d'Abidjan. D'ailleurs, c'est ces fameux contrats de désendettement et de développement où on fait semblant de supprimer de la dette, mais en échange, on doit donner des contrats à des grosses entreprises françaises. Donc finalement, tout ça, mirobolants. Tout ça, c'est des contrats mirobolants. Donc finalement, ces ambassadeurs-là sont un peu vraiment des envoyés des grands groupes français, et on a l'impression qu'ils défendent plus ce que devrait être la France, ce que disait Malraux, une figure secourable pour tous les hommes. Et du coup, en fait, ils collent au pouvoir de ces pays parce qu'ils veulent obtenir des avantages pour ces entreprises. Alors certains ambassadeurs de France finissent carrément par se reconvertir dans le privé et par faire des affaires, et ce qui n'est pas très déontologique. Finalement, on se sert avant de servir la France. Il y a un exemple qui est quand même assez flagrant, c'est, vous connaissez mieux que moi, le fameux ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Simon, qui d'ailleurs était aussi ambassadeur de France au Nigeria, qui au début des années 2000 avait accueilli un stagiaire de l'ENA très prometteur qui s'appelait Emmanuel Macron. Et ensuite, il était en Côte d'Ivoire au plus fort de la crise, puisque Nicolas Sarkozy a fait des mains et des pieds pour déloger Laurent Gbagbo du palais présidentiel, qui avait le malheur de ne pas plaire à Paris, et installer l'opposant Ouattara. Et Jean-Marc Simon a été véritablement au four et au moulin. C'était vraiment ces ambassadeurs un peu néoconservateurs, presque des bébés Bush. C'était le chef de guerre lors de ces opérations militaires. Voilà. Et donc, ils ont effectivement permis le renversement de Gbagbo et l'installation de Ouattara. Et Ouattara leur doit une faire chandelle. Ce qui fait que, moins d'1 an après avoir été élevé à la dignité d'ambassadeur de France et mis à la retraite, il a fondé sa société de conseil qui s'appelle Eurefric Stratégie, où il met en lien des entreprises françaises qui veulent s'installer sur le continent africain. Ils ouvrent des portes contre espèces sonnantes et trébuchantes. Par exemple, une entreprise française qui souhaiterait s'installer en Côte d'Ivoire peut passer par les conseils de Jean-Marc Simon et bénéficier d'une entrée privilégiée vers le président ivoirien Alassane Ouattara. Donc on a eu ça. On a eu par exemple un ancien attaché de défense militaire en Centrafrique qui s'appelle colonel Marconnet, qui dès qu'il est sorti du service, en fait, s'est reconverti dans le privé et a fondé en Centrafrique la plus grosse société de sécurité privée de gardiennage, Powers, qui était le premier employeur du pays avec 3500 employés et qui a raflé tous les marchés de gardiennage et de sécurité de l'Union européenne, des Nations Unies et des grands groupes. Donc finalement, ces passages en ambassade pour des ambassadeurs permettent de faire fructifier un carnet d'adresses et ensuite de le réutiliser à des fins lucratives. Et ce qui est absolument pas déontologique, par exemple, Jean-Marc Simon aurait dû attendre 3 ans parce qu'il y a un délai entre le moment où il a quitté la Côte d'Ivoire et le moment où il est revenu faire des affaires, et ce délai n'a absolument pas été respecté. Et rien ne s'est passé. Alors, dans ton enquête, tu racontes aussi les dérives de certains ambassadeurs qui sont complètement en roue libre, qui commettent des délits bien peu compatibles avec leurs fonctions et l'éthique diplomatique, comme en Centrafrique, avec un personnage pour le moins étonnant. Raconte-nous, Thomas. Alors,
c'est vrai que dans cette France-Afrique finissante, il y a des personnages un peu baroques. Et Charles Malinas, qu'on surnommait à Bangui Papa Malinas, a été quand même un des ambassadeurs les plus étranges de ces 10 dernières années. Il a été en poste en Centrafrique de 2013 à 2016, donc au plus fort de la crise centrafricaine, où l'armée française envoyait des militaires dans le cadre de l'opération Sangaris. Et c'est vrai que la France a plus qu'ailleurs d'ailleurs, a toujours considéré la Centrafrique comme une de ses colonies, elle a toujours considéré qu'elle avait un droit de regard. D'ailleurs aujourd'hui c'est fini, ce sont les Russes qui ont plutôt pris la place. Mais dans ces années 2013-2016, Charles Malinas était omnipotent, omniprésent, il avait plus de pouvoir que la présidence centrafricaine lui-même. Sauf que au-delà de ce pouvoir démesuré pour un ambassadeur étranger, Charles Malinas a fini par être mis à la retraite d'office parce qu'il a participé à un trafic de visas, ce qui arrive assez régulièrement, notamment en Afrique, c'est-à-dire qu'on vend des visas à des personnes qui ont les moyens de se les payer. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des fois plusieurs années de salaire. Et c'est vrai qu'en Centrafrique, il y avait des gens qui, subissant la guerre civile, voulant fuir la guerre, la mort, étaient prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour aller se réfugier en France. Sauf qu'il n'a pas vendu que des visas à des victimes, il a vendu aussi des visas à des bourreaux, puisque des combattants radicalisés de Boko Haram, mais aussi de la Séléka... Boko Haram qui est une secte islamiste. Secte islamiste, mais aussi djihadiste, mais aussi de la CEK, qui est un groupe armé centrafricain à dominante musulmane et qui a, commis beaucoup d'exactions contre les chrétiens, favorisant les conflits interconfessionnels. Ces combattants-là ont eu des visas pour aller en France, en déjouant tous les protocoles de sécurité. Ils sont arrivés en France, dans certaines mosquées de la banlieue parisienne, et puis le renseignement intérieur a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant « Mais attendez, qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi il y a des mecs qui arrivent et qui, finalement... » pourrait commettre des attentats sur le sol français. Et on s'est rendu compte que, effectivement, Charles Malinas faisait beaucoup de largesse dans la délivrance des visas et on a soupçonné un enrichissement illicite. Sauf qu'il a été mis à la retraite, mais il n'y a jamais eu de procédure pénale qui a été engagée contre lui, alors que finalement, il a mis en danger la France, il a mis en danger nos compatriotes. Et ces histoires de trafic de visas, elles sont fréquentes. Hein. Elles existent dans beaucoup de pays, mais là, c'était vraiment bien documenté. Au Tchad, jusqu'à quelques années, c'était 3 millions de francs CFA, 4 500 € pour acheter un visa pour aller en France. Acheter sur le marché noir. Acheter sur le marché noir, bien sûr. Avec des personnels de l'ambassade. En passant à côté, on va dire, par la bande, en contournant les voies officielles. Alors ça peut aller même très loin puisque tu as révélé qu'un ambassadeur français au Tchad avait probablement couvert l'assassinat d'un opposant local dont on commémore aujourd'hui d'ailleurs le 3 février les 14 ans de la disparition. Est-ce que tu peux nous raconter cette terrible histoire que ceux qui s'intéressent vraiment à l'Afrique parmi ceux qui nous regardent connaissent, parce qu'on en a déjà parlé ici, l'affaire Ibni? On a beaucoup parlé ici et on en a beaucoup parlé parce que Ibni Omar Mamad Saleh, qui était un opposant tchadien, c'était un grand homme. C'était un mathématicien, il était professeur de mathématiques à l'université d'Orléans, et puis c'était un homme de paix. Dans un Tchad qui avait toujours été ravagé par la guerre, il disait nous condamnons la prise du pouvoir par les armes, et nous condamnons aussi sa confiscation par les armes. Lui, il ne voulait pas rentrer dans ce cycle un peu de violence où on créait des rébellions. Donc c'était un homme droit. Et pas dans l'ethnicité aussi. Et pas dans l'ethnicité. Et ce qui s'est passé, c'est que le 2 février 2008, il y a eu une attaque rebelle sur N'Djamena. À l'époque, Idriss Déby le président tchadien, était un peu en froid avec Nicolas Sarkozy. Ils ne s'entendaient pas très bien, donc Nicolas Sarkozy avait refusé que les avions français qui étaient en poste à N'Djamena aillent bombarder les rebelles. Et donc il avait laissé Idriss Déby un peu livré à son sort, les rebelles entouraient le palais, et là entre en scène l'ambassadeur de France à N'Djamena qui s'appelle Bruno Fouché, qui vient de la DGSE, c'est son premier poste d'ambassadeur. Et alors que les rebelles entourent le palais, moi j'ai pu consulter des télégrammes diplomatiques où il dit oui, mais en fait les rebelles sont défaits, ils travaillent sur le fleuve à la nage, ils fuient sur des motos, donc tout va bien. Et il envoie ce télégramme à Paris, pouvant peut-être influencer Nicolas Sarkozy, parce que dans la nuit qui a suivi, Nicolas Sarkozy a pris le parti de soutenir Idriss Déby contre les rebelles, a envoyé notamment des militaires qui sont partis de Libreville, qui sont arrivés à N'Djamena, a fait en sorte que les rebelles soient bombardés par des hélicoptères de mercenaires, mais qui étaient dirigés depuis l'aéroport tenu par les Français. Donc finalement, on se demandait si ce Bruno Fouché-là, pour qui il roulait? Est-ce qu'il roulait pour la France ou est-ce qu'il roulait pour Idriss Déby? Et les rebelles se replient de N'Djamena et Idriss Déby décide de se venger. Et il envoie un commando arrêter 3 opposants, dont Ibni Omar, qui n'ont rien à voir avec les rebelles. Et parmi eux se trouve Ibni Omar Mamad Saleh. Il l'emmène. On n'a jamais su ce qu'il est devenu officiellement, mais d'après les télégrammes diplomatiques et les notes confidentielles de la DGSE que j'ai pu consulter, les témoignages que j'ai pu recueillir, on sait qu'il est mort des suites de torture dans la nuit qui a suivi.
Et Bruno Fouché était informé de ça. Et quand la presse, quelques jours plus tard, lui pose la question, lui dit « Mais est-ce que vous savez ce que sont devenus les 3 opposants ?» Bruno Fouché répond « Ah non, on ne sait pas. On ne sait pas et on se renseigne. Mais par contre, on sait qu'ils ont eu des collusions avec les rebelles. » Ce qui était absolument faux. Donc il couvre le crime. Il justifie ce qui s'est passé. Et jamais, encore une fois, même s'il y a eu une procédure judiciaire qui a été ouverte en France pour l'assassinat d'Ibn Mohamed Saleh, jamais il n'a été inquiété par la justice. Il y a même eu une mise en scène assez grotesque et qui montre toute la déliquescence de la France-Afrique et toutes les bassesses dont sont capables certaines personnes finalement pour défendre les intérêts de la France ou en tout cas la raison d'État. À un moment, Nicolas Sarkozy se rend à N'Djamena. 1 mois après la disparition de l'opposant, il y a une vraie mobilisation internationale puisque c'était un professeur de mathématiques, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de réseaux. Donc Nicolas Sarkozy part à N'Djamena en proclamant, en disant oui, je vais faire toute la lumière sur son sort. Et notamment, je vais rencontrer la femme d'Ibn Omar Mohamed Saleh. Et l'épouse d'Ibn Omar Mohamed Saleh refuse. Donc là, l'ambassadeur de France, tout le monde est embêté. Est-ce que l'ambassadeur de France, Bruno Fouché, va monter une mystification en faisant passer la sœur de l'épouse d'Ibn Mohamed Saleh pour l'épouse? Cette sœur-là qui était beaucoup plus accommodante. On a organisé une fausse rencontre entre Carla Bruni, qui était l'épouse de Nicolas Sarkozy, et une dame qu'on a fait passer pour l'épouse d'Ibn Mohamed Saleh, de manière à faire croire que finalement la famille d'Ibn Mohamed Saleh faisait confiance à la France pour faire toute la lumière sur le sort de cet opposant, alors que finalement on avait couvert le crime. Donc ça va finalement très loin. Couvert et justifier le crime. C'est terrible. Finalement, est-ce qu'il n'y a rien à sauver pour les ambassadeurs français en Afrique? Sont-ils finalement, à l'image de Jean-Yves Le Drian, complètement dépassés, nostalgiques d'une période où ils pouvaient encore maintenir l'Afrique sous une forme de tutelle? Je pense qu'effectivement, voir dans quel état se trouve Jean-Yves Le Drian en ce moment, qui bafouille, qui traite des députés communistes français de porte-parole de la Junte Mayenne, on se dit qu'effectivement, ils sont dépassés par les événements. Ils ne comprennent pas que, finalement, on ne peut plus agir comme à l'époque des réseaux Focard. L'Afrique a changé, il y a eu l'irruption des peuples, des pouvoirs africains ne sont plus aussi dociles vis-à-vis de la France, et finalement, on n'est plus les maîtres du jeu. Mais heureusement, et je voudrais finir peut-être sur ce tableau très sombre et ce livre noir sur une note d'espoir, par exemple, il y a eu des ambassadeurs qui ont essayé de faire différemment, de corriger les erreurs et notamment de dire aux militaires français que vous faites n'importe quoi au Sahel et que cette guerre contre le terrorisme, vous êtes en train de la perdre. Il y avait une dame qui s'appelait Evelyne Decor, qui a été ambassadrice de France au Tchad, puis ambassadrice de France au Mali, et qui s'est heurtée aux militaires français qui étaient biberonnés au sourire colonial et qui ne juraient que par la politique de la grosse Bertha, qui oubliaient que finalement le djihadisme est aussi alimenté par la misère et qu'il faut du développement pour le régler. Et les militaires français, cornaqués par Jean-Yves Le Drian, ont obtenu qu'elle soit rapatriée prématurément du Mali, où elle était pourtant ambassadrice, et elle a été placardisée, tu sais où, aux terres australes et antarctiques françaises, donc elle allait voir les pingouins du côté des îles Kerguelen. Les mines de sel. C'est un peu les mines de sel. Et ce sont ce genre de gens qui sont l'honneur de la France. Et ça a été raconté dans la presse, mais moi j'ai une histoire personnelle avec... je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai une histoire personnelle avec cette dame. Je sais que j'ai un lien fort avec le Tchad. Je me suis rendu en 2016 au Tchad. C'était au moment des élections. Bien sûr, Idriss Déby, grand ami de la France, avait bourré les urnes. Et il y avait des amis de la société civile qui étaient embastillés. Je me suis rendu sur place avec peut-être un peu de don-quichotisme pour les soutenir. Donc moi, je suis arrivé à N'Djamena, ça n'a pas fait long feu, j'ai été moi aussi embastillé, et on ne m'a pas amené au commissariat ou dans une prison normale, on m'a amené derrière la présidence, à un endroit où on rentre très facilement, mais on sort beaucoup plus difficilement, on amène les opposants politiques. Et je me suis retrouvé avec un ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur de l'époque, le ministre de l'Administration du Territoire, M. Ahmad Bachir, qui était très virulent avec moi, qui me donnait des gifles. En plus, il était dans un état second, il buvait un peu de whisky, après il allait prier, il revenait, il buvait un peu de whisky, enfin tout ça a été très étrange, il prenait des photos de moi menottées, et il a eu une discussion, puisqu'à un moment, l'ambassadrice de France, Evelyne Decor, l'a appelé. Moi, j'avais rien demandé, puisque j'étais parti, j'essaie d'avoir un peu de cohérence, c'est-à-dire on ne va pas critiquer la France-Afrique et au premier problème, aller se réfugier dans une ambassade de France. Mais Evelyne Decor l'a appelé, et pendant 30 minutes, elle a essayé de le convaincre de m'expulser et de pas m'envoyer 6 pieds sous terre. Alors que peut-être elle devait se dire, mais c'est quoi ce petit Français, ce gauchiste illuminé qui vient en Afrique, qui vient au Tchad, on a déjà suffisamment de problèmes en ce moment, mais elle s'est battue pour que j'ai la vie sauve. Et je lui dois,
en partie le fait qu'on puisse se parler aujourd'hui. Et je suis revenu après en France et je lui ai envoyé un mail pour la remercier. Et elle m'a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a dit, remerciez pas, j'ai fait simplement ce que tout ambassadeur de France doit faire. Et c'est ça, et c'est au service de la France. Et c'est ça que devraient être nos diplomates en Afrique. Et malheureusement, ça fait longtemps que la majorité ont délaissé cette grandeur d'âme et cette capacité de détachement au profit de vils intérêts. Au service de l'État, de la République, au service de l'intérêt général, ça manque. Merci Thomas. Merci à toi.